qu'il y a des liens financiers, un soutien financier, et les autres qui sont minoritaires, on prend moins en compte leurs réponses. L'une des conséquences de cela, c'est que 20% des réponses avec des liens financiers n'étaient pas transparents. 20% des cas dans lesquels on a identifié des liens, ça c'est ce que nous on a observé, mais il a pu y en avoir d'autres qui n'étaient pas transparents et tellement peu transparents qu'on n'a pas nous-mêmes été capable d'établir ce lien. Donc il est possible que ce chiffre soit en fait plus élevé dans les faits. Il y a quand même un progrès. Je crois qu'il faut réviser le code de conduite en matière de transparence de l'Union européenne pour que les organisations communiquent très clairement sur qui sont leurs membres. Ici, vous voyez quelles sont les conséquences de tout cela dans la pratique, parce que c'est une chose de parler de ces réponses, mais concrètement, à quoi cela ressemble? Pour terminer, je voulais vous donner un exemple. Ici, vous voyez que cette association a des intérêts, clairement, dans le système de traçabilité, et pourtant, dans toutes les informations qu'ils ont communiquées dans le cadre de cette consultation, il n'y a aucune affiliation avec le secteur du tabac. Donc, c'est une association pour le codage et la traçabilité, association mise en place par les 4 grands groupes de l'industrie du tabac, qui représente donc ces grandes entreprises. Mais comme vous le voyez à l'écran, cette association ne se décrit pas comme étant représentante des intérêts et des entreprises du secteur. Elle se décrit comme une plateforme de collaboration. Et lorsqu'on lui demande de s'identifier dans quel groupe elle se classe, au lieu de sélectionner l'une des catégories proposées, qui montrerait qu'il y a des intérêts dans le travail avec des membres de la chaîne d'approvisionnement, elle a choisi autre organisation. Et quand on lui a demandé d'ajouter des informations, eh bien, elle a simplement tapé son nom et pas donné plus d'informations sur le type d'organisation qu'elle estimait être et qu'elle voit, elle, représenter. Voilà, j'en ai terminé. N'hésitez pas si vous avez des questions et je me réjouis de débattre de cette question particulièrement importante. Merci. Merci beaucoup, Alan, pour cette expertise. Et justement, votre dernier exemple est parlant du manque de transparence des lobbies du tabac. Votre exemple est incroyable. Je vais passer maintenant la parole à Monsieur Hunman. Vous êtes cofondateur de Corporate Europe Observatory. Excusez-moi pour mon anglais qui est très très mauvais. Donc, une organisation qui met en lumière l'influence des grandes entreprises au sein de l'Union européenne. Monsieur Hunman, vous êtes là? Oui. Et vous avez 10 minutes. Thank you very much. Thanks for inviting me, and I'm very sorry I couldn't be. Malheureusement, la connexion est trop mauvaise pour être traduite. Désolé. I was also told before that my sound is not too good. I hope it will be okay. So I will present the main findings from the report that we published in spring of 2021, together with IFA and with STOP. You can see the front page of the report on the slide. A report called Targeting the European Commission, the 7 Lobbying Techniques of Big Tobacco. And I'll also, if time allows, give a few updates of what has happened since 2021. Next slide, please. Yeah. So our report was based on a Freedom of Information request, a very broad Freedom of Information request that we submitted in 2019. We asked for the notes of all meetings and correspondence that the Commission had with representatives of the tobacco industry. Because of the lack of transparency from the Commission side, proactive transparency using Freedom of Information law was the only way to get a proper overview. And after a very lengthy procedure, a very burdensome procedure, we received a little over 100 documents, and that's the basis for the analysis in the report. Next slide, please. Good.
So the documents that we received, they showed very clearly that the tobacco industry is extremely active in trying to influence the European Commission, and that they are working to influence a large number of European Commission departments or DGs, not just the health department, far from many other Commission departments are being lobbied too, and that they're using letters, they're using meetings in person, and they're using other forms of contacts. So we identified 7 different lobbying tactics. There's no time to go through all 7 of them, but on the slide you can get an overview. Maybe just a few words about the first 2, promoting untruths and postponing regulations. So the document showed very clearly that tobacco companies and their lobby groups, they were repeatedly trying to create doubts about the need for regulation, and they were using very manipulative arguments, and they were consistently working to delay tobacco control measures that they disliked. And for this purpose, one of the methods they used a lot was ordering studies from consultancies with findings that were tailor-made to fit the lobbying goal of the tobacco industry. Hand in glove, making the case for delaying or for dismissing the need for new regulations, new tobacco control measures. Now, none of these 7 lobbying tactics are new. They have been part of the tobacco industry's playbook for many decades. And what is perhaps most worrying insight from our study is that the Commission seems not to have learned from this. The Commission is not at all properly protecting itself against these types of tobacco industry lobbying tactics. Next slide, please. Yeah, the report shows clearly that of all the Commission departments that are being lobbied by the tobacco industry, there's only one that does properly implement the UN's Tobacco Treaty, Article 5.3 that was referred to in the beginning, and that is the Commission's Health Department, DG Santé. And proper implementation in this case means proactive transparency, so publishing notes of all the meetings that they have with the tobacco industry on their website, and very importantly also limiting the number of meetings that they have to an absolute minimum, and the meetings that happen tend to be in a hearing format with many participants. So the rest of all of the Commission's directorates generals, they're all failing to be properly transparent, and they're also failing to limit contacts with the tobacco industry. And some of the DGs, notably DG Tax and DG Trade, they even seem to have a complete open door policy towards the tobacco industry, no attempts to limit contacts and simply accepting meeting requests as the standard procedure. So the tobacco industry is using this inconsistency in different parts of the Commission, the lack of a coherent approach. They're using the fact that some DGs are very much open for tobacco lobbying, and they're using that to bypass DG Santé and focus on some of the other powerful DGs instead. Next slide, please. Okay, we'll skip that one. Next slide. Yeah. So the most important recommendations from the report, and I'll just highlight 2. The need to introduce a coherent approach across all Commission departments, starting with proactively listing all the meetings, including minutes and the correspondence between the Commission and the tobacco industry, and all of that should be available in a central and easy to access public register online. And the second demand, a clearly defined policy covering all Commission officials in all Commission DGs that are being lobbied, outlining how to protect public health policy from tobacco industry influence and how to limit contacts with the tobacco industry to a minimum. Basically, proper implementation of Article 5.3. Next slide, please. So it's worth mentioning that after the report was published, so in spring 2021, there were initially some encouraging reactions from some parts of the Commission. The Commission's Tax Department announced that they accepted the recommendations of the report, and they would start publishing the minutes of meetings with tobacco lobbyists on their website.
So this sounded promising. It sounded like the start of real progress in proactive transparency around tobacco industry lobbying. But unfortunately, no other DGs followed this example since then. And later in the year, in 2021, Commission Vice President Jourova and her cabinet, they expressed support for the recommendations that I just mentioned. So they agreed that the Commission should have a consistent approach for all DGs, covering the whole of the Commission, and that they should improve implementation of Article 5.3 across all DGs based on the good practice of DG Sante. That was promising, but unfortunately now, almost 2 years later, this hasn't resulted in any actual change. So that's very disappointing. Next slide, please. A couple of updates of snapshots on developments in tobacco industry lobbying since 2021. Firstly, the tobacco industry is more active than ever. Smoke-Free Partnership has shown that the tobacco industry has actually increased its EU lobbying spending by 30% or more since 2016, and they're now spending between 10 and 13 million euro per year on lobbying the EU. And the tobacco industry is using some very provoking tactics recently. For instance, in September last year, Philip Morris Germany invited parliamentary assistants to a after-work cocktail at a cafe at the square right in front of the European Parliament in Brussels. And in November, Japan Tobacco International, they even got away with organizing a lobby event inside the European Parliament, jointly with the EPP group of MEPs and with Parliament magazine. So this shows that there's clearly work to be done for the European Parliament too, in terms of better protecting itself against tobacco industry interference. Next slide, please. And that's the last slide. Yeah, very briefly, as you may have seen, the European Ombudsman yesterday published a statement that heavily criticized the European Commission's approach. We'll probably hear more about that later in this session. But just very briefly, the Ombudsman examined the Commission's meeting with the tobacco industry in the last 2 years and concluded that there has been no change in the Commission's approach since 2016, where she condemned the Commission's approach as maladministration. And that brings me to my final remarks. So it seems that the Commission really is very stubbornly continuing to resist change on these issues. And we're approaching the end of the von der Leyen Commission's 5-year term. And frankly, it would be astonishing, if not scandalous, if the term ends without any progress on these issues, just like the Barroso and Juncker Commissions also failed to develop any proper implementation of the UN Tobacco Treaty obligations. So the time now is really now to increase the pressure on the Commission once more, and that's also because the Commission is now considering some changes in its general transparency system. That was announced in the Commission's work program for this year, and there's new momentum now after the Qatargate scandal too. Some new transparency reforms could be coming in the next few months. And proper implementation of the UN rules around tobacco lobbying really should be part of these reforms. But there's also, unfortunately, reason to fear that it will not be the case. So thank you for your attention, and I look forward to the discussion. Merci, merci beaucoup, Monsieur Hodman. 10 minutes pile. Vous avez été parfait. Et on voit avec ce que vous nous avez montré que finalement, c'est toujours les mêmes tactiques, toujours les mêmes pratiques, et plus c'est gros et plus ça passe. Voilà, je vais passer la parole à Pierre. Merci d'être là avec nous aussi. Et c'est parti pour le deuxième panel. Pierre. Merci beaucoup. Bonjour à chacune et chacun. Merci à Michel et Anne-Sophie de m'accueillir. Donc, je suis député d'un troisième groupe. Moi, je suis dans le groupe social-démocrate. Je m'appelle Pierre Larouturou, élu en France, rapporteur général du budget en 2021. Et très heureux de travailler avec vous sur comment faire reculer le lobby du tabac. Je voyais là dans des chiffres récents que chaque année, il y a 750 000 personnes qui meurent à cause du tabac. Ce n'est pas un problème théorique. 750 000, rien qu'en Europe, qui meurent de façon prématurée et avec des mois de souffrance à cause du tabac.
c'est ceux et celles qui fument, et puis c'est ceux et celles qui ne fument pas. J'ai un copain, mon beau-père est mort d'un cancer du tabac, et un de mes amis qui ne fume pas est en train de se battre contre un cancer des poumons. Donc évidemment, il y a aussi l'automobile, il y a aussi d'autres formes de pollution, mais à coup sûr, le tabac, chaque année, si hors Europe, fait des millions de morts. Et il est tout à fait clairement établi qu'on connaît les risques depuis 40 ans et que les industries, les lobbies font tout pour ralentir l'action de santé publique. Moi, je travaille plutôt sur les questions de climat. Je suis un des députés qui est allé en Ouganda l'été dernier. Je suis très engagé avec Jean Jouzel, un climatologue, et j'ai été parmi les députés qui sont allés en Ouganda pour stopper un pipeline absolument catastrophique. Et Anne-Sophie et Michel m'ont dit, tu peux peut-être faire une minute sur le parallèle entre les lobbies du tabac et les lobbies du pétrole, car hélas, ils ont tous les deux du sang sur les mains. Je l'ai dit l'autre fois, ça a énervé M. Pouyanné, le patron de Total, mais l'action de Total est criminelle dans ce qu'ils font et dans ce qu'ils bloquent comme action. J'étais au sommet climat, la COP27 à Sharm el-Sheikh. Il y avait 600 lobbyistes du pétrole, au moins 600 hommes et femmes qui étaient payés pour que surtout on ne parle pas des problèmes de pétrole et de gaz. C'est quand même surréaliste. Il y a 2 ans, l'Agence internationale de l'énergie a dit qu'il fallait stopper tous les nouveaux forages de pétrole et de gaz. Ce n'est pas juste 3 climatologues ou 3 députés qui prennent un café. C'est l'Agence internationale de l'énergie, il y a 2 ans, qui a dit on a assez de pétrole et de gaz avec les forages existants. Si on veut éviter le chaos climatique, c'était les mots de l'AIE, si on veut éviter le chaos climatique, il faut stopper tous les nouveaux forages. Eh bien, Total, Exxon et les autres continuent à faire des forages. Total est le pire au niveau mondial. Et il n'y a pas un mot sur le pétrole et le gaz dans le texte à l'issue de la COP27, pas un mot sur la sortie du gaz et du pétrole. C'était un peu mieux au G7 il y a 2 jours au Japon, parce que les lobbies ont tout fait. 600 personnes payées, très efficaces, très sympathiques. Je vous propose un petit café, Madame la députée, pour éviter surtout de parler de ces sujets. Et j'ai découvert que ce n'était pas nouveau. Et là, sur le tabac, ça fait au moins 40 ans. Mais sur la question du climat, j'ai découvert comment en 92, 92, pour nos amis belges, il y a un commissaire européen qui a démissionné parce que les lobbies avaient gagné la bataille. Je vous rappelle, en 88, il y a la création du GIEC sur les questions de climat. Même Ronald Reagan et Margaret Thatcher ont compris l'urgence climatique et ont décidé de créer le GIEC. En 90, le premier rapport du GIEC qui dit qu'il y a une urgence mais qu'on peut encore bouger les choses. Et du coup, le commissaire européen, ici, a compris l'urgence et il met 2 propositions sur la table. On est en 91. Il y aura le grand sommet de Rio en 92 et le commissaire européen veut que l'Europe arrive avec des choses concrètes. Il propose une petite écotaxe. Petite, on est juste en 91, on peut encore bouger les choses tranquillement, mais il propose qu'il y ait une écotaxe pour augmenter petit à petit le prix de l'énergie et avoir les moyens de changer nos comportements. Et puis 300 pages, j'ai imprimé que les 20 premières, un rapport passionnant sur une ville sans voiture. On est en 1991 et le commissaire européen veut qu'on se donne les moyens d'aller tranquillement, mais clairement vers une ville sans voiture pour protéger nos poumons et pour protéger la planète. Eh bien, les lobbies auront sa peau. Et on voit le numéro 2 de Elf qui, à la fin de l'année, dit « Bon boulot, bon boulot ». Les gens de Total étaient encore mieux organisés que nous, mais Elf et Total, on a réussi à tuer les 2 projets. Il n'y aura pas d'écotaxe, il n'y aura pas de ville sans voiture. Et 2 semaines avant d'aller au sommet de Rio, le commissaire européen démissionne en disant « ça ne sert à rien que je fasse semblant, les lobbies ont eu la peau des 2 projets les plus importants, je démissionne ». Voilà. Donc c'est pour vous dire, hélas, donc moi je déteste tout ce qui est complotiste. Il y a quelques années, moi je suis un humaniste, je pense que chaque femme et chaque homme veut agir pour le bien commun, je suis tombé là-dedans quand j'étais petit, mais hélas, quand on voit ce que font les lobbies du tabac ou les lobbies du pétrole, à coup sûr, hélas, il y en a plein qui sont schizophrènes, mais en tout cas dans leur comportement, je ne juge pas les personnes. Le jour, j'ai eu un des grands patrons de Total. Je lui dis à chaque fois, je ne vous juge pas, vous, personnellement, mais ce que fait votre entreprise est absolument scandaleux. Cela dit, vous n'êtes pas là pour m'écouter, moi. Vous êtes là pour écouter Lilia Olfir, qui va nous donner des informations clairement sur comment se financent les lobbies. Et puis hier, on a fini sur la médiatrice a demandé plus de, j'en ai honte, mais la médiatrice de l'Union européenne a réclamé, encore hier, mardi, plus d'informations sur les réunions organisées par la Commission européenne ou que la Commission européenne accepte avec les lobbies du tabac. Et j'avoue que j'ai un peu honte en 2023. J'ai plein d'amis à la Commission, je vais encore le déjeuner avec un commissaire européen, donc il ne s'agit pas de dire qu'ils sont tous pourris, mais je suis quand même très gêné, pour être poli, je suis quand même très gêné qu'au mois d'avril 2023, il y a encore besoin que la médiatrice demande à la Commission d'être plus transparente sur ses rencontres avec le lobby du tabac. Et du coup, Émilie Oreilly, la médiatrice, n'a pas pu venir avec nous, mais on va donner la parole à Karl Dolan, qui est avec nous à distance, je pense, et Karl va nous donner des informations sur le dernier rapport de la médiatrice, et puis sur les portes tournantes, la façon dont je suis à la Commission, puis je vais aller dans les lobbies, et là aussi, sur la question du pétrole, on voit ces mêmes portes tournantes, le mélange des genres. À chaque fois qu'on écrit à M. Pouyanné pour le rencontrer, le patron de Total, celui qui m'appelle, c'est son conseiller politique
qui a été pendant 8 ans le conseiller politique de Jean-Yves Le Drian, le ministre français des Affaires étrangères. Donc pendant des années, et on se connaît par les anciens réseaux rocardiens, à l'époque où ce monsieur se disait être du centre-gauche. Donc voilà la question des portes tournantes. Donc je donne d'abord la parole à Karl Dolan, s'il est avec nous, sur la question des portes tournantes et sur les dernières demandes de la médiatrice de l'Union européenne. Il a 10 minutes, 10 minutes. Est-ce qu'il est avec nous? Est-ce que la liaison est correcte? Yes, thank you very much. Merci beaucoup. J'espère que vous pouvez m'entendre et que du point de vue technique, ça marche aussi. Eh bien, tout d'abord, je voudrais remercier les députés Rivasi et Pelletier pour avoir co-organisé cette manifestation. Merci d'avoir invité le médiateur européen pour contribuer à ce débat important. Comme vous venez de le dire, malheureusement, elle ne peut pas être présente à Strasbourg aujourd'hui, mais nous espérons qu'à une autre occasion, on pourra se rencontrer en personne parce que, apparemment, c'est une question qui ne risque pas de disparaître de sitôt. Je suis conseiller principal au cabinet du médiateur, Karl Dolan. C'est assez récent. Je viens de rejoindre l'équipe du médiateur le mois dernier, mais j'ai travaillé à Bruxelles pendant 15 ans auparavant dans différentes positions et j'ai occupé la transparence et l'éthique dans les institutions, l'état de droit et la gouvernance démocratique. Et on abordera les questions techniques tout à l'heure, l'identification et la gestion des conflits d'intérêts tels que le pantouflage et les portes tournantes. Mais avant cela, il faut regarder le contexte plus large. Et je pense que le contexte plus large, c'est la baisse de confiance, la baisse forte, très très forte baisse de confiance. Il y a de nombreuses raisons à cette baisse de confiance dans les gouvernants. Mais une des raisons, c'est la perception juste ou erronée de ce que les fonctionnaires de ces institutions ou les responsables de ces institutions ne travaillent pas dans l'intérêt public, mais dans l'intérêt d'un certain nombre d'intérêts différents. Et la question des portes tournantes est très, très mal perçue. C'est pour ça que ça doit beaucoup nous préoccuper. C'est l'une des raisons pour lesquelles cette question a été une priorité pour le médiateur européen. Nous avons mené toute une série d'enquêtes lors du mandat du médiateur depuis 10 ans. Quand ça peut servir ceux des deux côtés des portes tournantes. Service public, fonction publique ou privée, ça améliore la communication entre le monde des affaires et les fonctionnaires. Cependant, ça sape la confiance dans les gouvernants à cause des conflits d'intérêts potentiels. Ces conflits d'intérêts peuvent apparaître avant, pendant ou après l'appartenance à la fonction publique, permettre les agendas publics d'influencer la politique publique ou donner des informations confidentielles à de nouveaux employés sur les marchés publics, par exemple. Ou ce que l'on voit beaucoup à Bruxelles, essayer de convaincre les anciens collègues de favoriser le nouvel employeur. Si cette politique des portes tournantes n'est pas bien traitée, ça risque de saper le travail de la fonction publique en l'exposant à tous les risques. Le cas de l'ancien président de la Commission, Barroso, et son passage, malheureusement, nous avons sans arrêt des coupures de son. L'Union européenne a des règles très strictes, donc le cadre juridique est là, mais la question qui se pose, c'est si ces règles sont bien appliquées et si elles sont efficaces. Donc, il est important de montrer que les fonctionnaires ont un engagement à long terme en faveur du bien public et que ce n'est pas simplement considéré comme un tremplin vers des postes plus lucratifs dans le secteur privé. Le Parlement, dans une résolution d'il y a 2 ans sur le renforcement de la transparence et l'intégrité dans les institutions européennes, a mentionné l'enquête conjointe menée par le médiateur, basée sur des plans de la société civile, les fonctionnaires européens, les universitaires, sur la manière dont la Commission a géré ce passage de Barroso à Goldman Sachs. En 2018, la Commission a renforcé son code de conduite pour les commissaires. La période de notification a été rallongée et les déclarations d'intérêts financiers ont été resserrées. Les demandes d'emploi après les périodes d'activité sont maintenant publiques. On a examiné également des cas de porte tournante pour certains hauts fonctionnaires dans les agences européennes, autorités bancaires, agences de la défense et également BEI. Et
et je parlerai brièvement de cela tout à l'heure. Ce qui est important, c'est que le médiateur a également mené sur sa propre initiative des enquêtes systémiques sur l'approche face aux portes tournantes de la Commission et de la BCE. Elle ne s'est pas concentrée sur des cas concrets, mais des processus en place visant à limiter les risques. Je vais d'abord décrire les questions plus systémiques et puis mentionner certains des cas les plus importants auxquels nous avons eu affaire récemment. Il est important de noter que d'anciens hauts fonctionnaires ont un droit fondamental à travailler après la fin de leur activité. Cependant, il faut que ça ne pose pas de risque pour les intérêts des institutions et du public. Ça vaut surtout pour les hauts responsables et fonctionnaires. Nous avons fait 2 enquêtes systémiques récemment. Nous avons examiné ce qui se passait à la Commission et à la BCE. Nous avons inspecté un échantillon de 100 dossiers sur les activités externes et post-mandat. Cela a montré que la Commission ne voulait pas vraiment interdire les emplois qui pouvaient présenter des risques. Sur les 100 dossiers, la Commission n'a interdit que 2 activités. Donc, le médiateur a conclu qu'il fallait qu'il y ait une approche plus robuste pour faire face à ces portes tournantes. Il s'agit de vérifier la transparence, ce qui permettrait de mieux contrôler et de mieux appliquer les règles. Il y a également la manière de rendre public ce qui s'est passé, qui expose les gens aux yeux du public. Il fallait également que les restrictions soient partagées avec le nouvel employeur. Il y a des normes minimums. La Commission demande explicitement aux anciens membres de son personnel de montrer, si nécessaire, des restrictions imposées aux nouveaux clients ou employeurs. On leur rappelle également qu'ils doivent se comporter avec intégrité et discrétion s'agissant de l'acceptation de certaines nominations et avantages. Ça couvre également la communication publique ou les annonces d'un nouvel emploi. Dans les cas de risque élevé pour la réputation, il y a une période de reporting, il y a des reportings périodiques pour renforcer la responsabilité, les comptes à rendre et qui serait vraiment le bienvenu, mais pour l'instant, ce n'est qu'envisagé. Conformément aux suggestions du médiateur, la Commission va publier son rapport annuel sur les nouveaux emplois des anciens hauts fonctionnaires, le lobbying, par exemple, pour permettre un meilleur contrôle public. La possibilité de contrôle des décisions peut également avoir un effet dissuasif parce que ça met de la pression sur les anciens fonctionnaires qui, du coup, vont mieux respecter les règles. La Commission envisage également de rendre publiques certaines autorisations pour d'anciens hauts fonctionnaires plutôt le personnel de la Commission qui sont en congé doivent également respecter certaines règles relatives au cabinet d'avocats ou de groupes de lobbying qui constituent les majeurs risques. D'après l'enquête du médiateur, une coalition large en faveur des réformes, notamment au Parlement, on est beaucoup plus conscient des problèmes potentiels qui peuvent être causés par des portes tournantes. Comme je l'ai dit, nous avons examiné 2 cas très importants impliquant de responsables des agences. Nous avons regardé 2 passages. Le plus haut responsable de l'agence de la défense qui est passé à Airbus, et également le directeur exécutif de l'autorité bancaire qui est parti pour devenir CEO d'un groupe de lobbying pour le secteur financier. Dans ces 2 cas, les passages ont été acceptés par les agences avec certaines restrictions, mais d'après nous, ce sont des cas très clairs où les passages auraient dû être interdits. Et je suis ravie, en tout cas dans ces cas-là, que les agences aient accepté nos recommandations et plus particulièrement pour l'autorité bancaire, ont adopté une nouvelle politique pour évaluer les restrictions post-emploi et les restrictions imposées au personnel. On voudrait d'ailleurs encourager d'autres agences et d'autres institutions européennes à regarder ce que ces agences ont mis en place suite
à ces nominations controversées et voir si on ne peut pas les appliquer ailleurs. Je voudrais simplement terminer maintenant avec ce qui a été mis en évidence tout à l'heure par Olivier, qui est une grande nouvelle, une décision sur la transparence des contacts entre la Commission et l'industrie du tabac et les lobbies du tabac. C'est une décision qui a été publiée hier et comme Olivier l'a dit, il y a eu des décisions qui indiquent qu'il y a malheureusement un manque de transparence encore sur les contacts avec l'industrie du tabac. Comme vous le savez, ça a été dit tout à l'heure, l'Union européenne a signé la Convention cadre de l'OMS sur le contrôle du tabac depuis 2004. Cela vise à réduire de manière globale les morts et maladies liées au tabagisme dans le monde et du coup, ça impose aux institutions signataires à limiter les interactions avec l'industrie du tabac, de les limiter uniquement à ceux qui sont absolument indispensables. La mise en œuvre de la Commission a été préoccupé le médiateur pendant quelques années. En fait, ça remonte à bien avant 2021, ça remonte à 2015, où suite à une plainte reçue, nous avons recommandé que toute la Commission applique les bonnes pratiques que nous y avons observées dans une DG mentionnée par Olivier, la DG Santé, où les rencontres avec les lobbyistes du tabac à tous les niveaux sont enregistrées et publiées. Malheureusement, la Commission, dans sa réponse à l'époque, a décidé de ne pas suivre cette bonne pratique en affirmant que ces exigences de transparence et d'éthique étaient suffisantes pour respecter les obligations en la matière. Nous avons suivi avec une enquête plus large en 2021 qui a conclu et a tiré les conclusions de mauvaises pratiques, comme ça a été dit hier. Nous avons demandé que nous avons examiné les contacts entre différentes DG et l'industrie du tabac. On s'est rendu compte que dans beaucoup de domaines, dans beaucoup de DG, les fonctionnaires rencontraient les représentants du secteur du tabac, la DG Climat, DG Stabilité financière, la DG Agri, Marché intérieur, la DG Trad, Taxe Sud, Mobilité, Transport, Élargissement et l'OLAF. Donc, je confirme ce que dit Olivier. La stratégie de l'industrie, c'est de faire énormément de lobbying. Mis à part l'étendue des contacts, on a vu qu'il y avait une certaine cohérence, une consistance des contacts. Pas d'enregistrement, pas de PV des réunions. Et du coup, il est très, très difficile d'évaluer a posteriori si les interactions constituent des risques pour les politiques de santé publique. Et puis, pour respecter le respect des législations, il fallait également limiter les contacts au minimum nécessaire. Et notre enquête a révélé qu'il y avait un fonctionnaire de la Commission a refusé une réunion pour cette raison-là. Mais ça semble être l'exception qui confirme la règle. Il serait utile que la Commission nous dise dans les mois à venir comment elle voit ce critère de nécessité pour des contacts avec l'industrie du tabac ou ses représentants. Ça la montre clairement que le lobbying de l'industrie du tabac va bien au-delà des contacts ou des volontés de contact avec la DG Santé et que du coup, d'autres restrictions devraient s'appliquer à d'autres DG. Si nous voulons respecter les aspirations nobles des textes qui existent, si nous voulons réduire les morts et les maladies liées au tabac, nous avons besoin d'un engagement de toute la Commission, une approche de toute la Commission vis-à-vis de cet exercice. Voilà, je vais conclure mes remarques là-dessus, mais je suis tout à fait disposée à répondre à toutes les questions que vous pourriez avoir. Merci. Merci, Karl. Et là, c'était très clair et ça montre qu'il y a encore des énormes progrès et c'est urgent de le faire dans les mois qui viennent. Et je pense que si des députés, le boulot que vous faites, vous et la médiatrice, est assez impressionnant, mais c'est impressionnant ce qui reste à faire. Donc, si des députés peuvent vous aider, si le Parlement peut vous aider pour faire des auditions ou autre, il faut mettre la pression. Les lobbies, on déteste le débat public et la lumière, donc on est là pour vous aider. Je laisse la parole maintenant à Lilia Olefir. Lilia est ukrainienne, elle s'est battue pendant des années en Ukraine, à Kiev, avec une ONG qui se battait contre le tabac et qui a obtenu des résultats importants en Ukraine. Et depuis décembre, elle est la directrice au niveau européen de Smoke Free Partnership. Donc,
en union avec les Ukrainiens et les Ukrainiennes. Bravo pour votre courage à tous et toutes. Et on vous laisse la parole sur l'aspect financement des lobbies du tabac. Merci. Good afternoon. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Merci d'avoir organisé cet événement. Aujourd'hui, nous parlons du secteur du tabac. C'est un secteur qui est un petit peu particulier, il n'est pas comme les autres. C'est un secteur qui produit un produit qui est conçu pour tuer. Il faut bien garder à l'esprit que produire du tabac, des produits dérivés du tabac, c'est extrêmement rémunérateur. Les 6 plus grands acteurs ont fait un bénéfice de plus de 55 milliards de dollars l'an dernier. C'est plus que Coca-Cola, Pepsi, Nestlé, FedEx, Starbucks et bien d'autres combinés. Puisque toutes ces entreprises que je viens de citer n'ont fait que 51 milliards de dollars de bénéfices. Ce sont des chiffres qui nous viennent de Robert Stonion de l'Université de Bath, l'Université d'Allan. Voilà pourquoi cette réunion aujourd'hui est très importante, mais aussi les premières conclusions du cabinet de la médiatrice sont importantes pour renforcer la transparence et appliquer plus strictement l'article 5.3. Nous avons suivi de près la présence de l'industrie du tabac dans les institutions européennes. Nous sommes une coalition de plus de 50 ONG qui travaillent sur la mise en œuvre de la Convention cadre sur le contrôle du tabac, sur l'analyse des politiques européennes également dans ce domaine. Notre recherche a été menée en 2022. Elle s'intéresse à la période du 1er janvier au 31 décembre 2021. Si on pouvait afficher à l'écran le graphique que j'ai préparé, ce serait une bonne chose. Voilà, ça c'est les recherches que nous avons menées. Nous avons mené ces recherches tous les ans depuis 2016. C'est une étude qui est assez simple. Nous analysons les données du registre de transparence de l'Union. L'interférence de l'industrie du tabac est l'obstacle principal à la mise en œuvre de mesures de contrôle du tabac en Europe et dans le monde entier. L'objectif de cette recherche de ces données, c'est d'identifier la représentation de l'industrie du tabac et de ses intérêts et de mettre en avant les ressources déployées, y compris en ressources humaines, pour faire du lobbying auprès des institutions européennes. J'aimerais insister sur une chose, ce n'est que la partie émergée de l'iceberg, parce que ce sont uniquement les données qui sont communiquées officiellement. Et de ce que nous avons tiré de la déclaration de la médiatrice, c'est que un grand nombre de réunions ne sont pas déclarées. Donc les dépenses de l'industrie, dépenses indirectes, ressources humaines, sont probablement sous-estimées ici. Comment expliquer sinon les 42 personnes accréditées auprès des institutions appartenant au secteur de l'industrie alors qu'aucune réunion n'a été déclarée entre la Commission européenne et le secteur du tabac dans le registre de la transparence en 2021. Nous venons de l'entendre du bureau de la médiatrice, il y a eu des réunions, mais elles n'ont pas été inscrites dans le registre de transparence. Le manque de transparence dans les contacts entre les législateurs européens et l'industrie du tabac met en danger la santé de millions d'Européens. Si vous regardez ce graphique, vous verrez qu'en 2021, les dépenses directes du secteur du tabac ont atteint un niveau record, estimé entre 10,6 et 13,2 millions d'euros. Après une stagnation entre 7 et 10 millions d'euros les années précédentes. Les dépenses en cabinet de consultants ont baissé légèrement à 1,1 million. Bon, on était à quasiment 2 millions en 2020 et 1,1 en 2021. Pour ce qui est des personnes employées à temps plein, eh bien, ce chiffre a quasiment doublé. On estime maintenant que 161 personnes travaillent pour cela, alors qu'en 2020, c'était 85 personnes. Cela pourrait indiquer que le secteur du tabac a rencontré des échecs et a préféré recruter en interne que faire appel à des consultants pour faire du lobbying auprès des institutions.
les accréditations ont explosé. 42 accréditations, le chiffre le plus élevé depuis 2016. Et en 2020, on recensait uniquement 11 personnes accréditées. La méthode de collecte de ces données maintenant, eh bien, elle repose sur des recherches que nous avons menées sur les fabricants, les associations professionnelles, les affiliations avec l'Union européenne, mais aussi des consultants. Nous avons cherché les termes tabac et cigarettes dans 6 langues et nous avons mené des recherches et des vérifications croisées. Ce sont des estimations prudentes des activités de lobbying auprès des institutions. Pourquoi? Parce que ces données reposent sur le registre de transparence sur base volontaire et ne reprend donc uniquement les éléments communiqués. Le nombre de langues utilisées pour les recherches est limité, donc peut-être que certains n'ont pas été couverts. On ne s'intéresse pas non plus au cabinet d'avocats et pourtant beaucoup pourraient représenter les intérêts de l'industrie du tabac. Cette augmentation des dépenses en lobbying pour le secteur du tabac, c'est extrêmement inquiétant et nous sommes en effet dans une période où nous allons réviser un certain nombre de législations, le cadre du plan de lutte contre le cancer récent qui se concentre sur une Europe sans tabac. C'est un objectif qui est fixé, une génération sans tabac, avec l'objectif de moins de 5% de la population qui consommerait du tabac d'ici 2040. Il y a une feuille de route publiée par la Commission avec différents dossiers politiques, la directive sur la taxe sur le tabac. Elle a été, au moment de la publication de la proposition, elle était prévue pour décembre 2022, mais elle n'a pas encore été publiée. Et les justifications ont été données, mais aucune nouvelle date n'a été annoncée. Nous arrivons à la fin de la mandature de cette commission et tout retard supplémentaire pour la proposition de directive de taxe sur le tabac signifierait qu'il faudra attendre encore quelques années avant de pouvoir réviser cette directive et de voir une véritable augmentation conséquente des taxes et des prix du tabac qui stagnent dans de nombreux États membres parce qu'il y a une absence de volonté politique à la Commission pour montrer la voie et réviser cette directive. D'autres dossiers politiques, la directive sur les produits du tabac, sur la publicité du tabac, la révision également des environnements sans tabac. Tout cela, c'est fondamental pour obtenir cette génération sans tabac et une Europe sans tabac. Et quand vous regardez ces chiffres, vous comprenez pourquoi il y a des retards sur ces dossiers législatifs et politiques. Pour conclure, la révision de la directive produits du tabac, il faut qu'elle ait une référence claire à l'article 5.3. Il faut s'assurer que la Commission européenne et les institutions européennes soient obligées de respecter cet article 5.3. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Lilia. Là aussi, c'était très clair, hélas. Et là aussi, si les députés peuvent vous aider pour mettre la pression sur la Commission, je pense qu'on le fera tous et toutes avec plaisir. Avec plaisir, le mot n'est pas le bon, mais à coup sûr, on est là. Non, mais je pense vraiment aux gens qui sont en train de mourir à l'hôpital. Je pense à tous ceux qui ne vont jamais s'en sortir. Voilà, donc on est là pour aider et merci pour votre combat. Je laisse la parole à Michel pour lancer le débat. Oui, vu qu'il y a eu plusieurs interventions, est-ce qu'il y a des questions que vous posez ou vous voulez demander aux intervenants d'approfondir? Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Online? OK. Je ne vois rien. Mais si, c'est à droite. Oui, Mais on il n'y a va pas le... Madam Chair, there is a question from online from Sudan, Nicola. Ouais. Il y a une question en ligne concernant l'influence de l'industrie du tabac sur le système de traçabilité européen, ainsi que le nombre plus important de responsabilités actuellement déléguées à l'industrie. Concernant la mise en œuvre du système de mise en œuvre, quel est votre point de vue sur la nécessité d'une évaluation complète indépendante du système
à mener et pour voir quels sont les changements structurels nécessaires. Alors, vous avez raison de poser cette question sur la traçabilité. Parce que lorsqu'on regarde le protocole de l'OMS, il y avait 2 choses qui étaient dites. C'est que, il faudrait des quotas par pays. Et deuxièmement, il faut une traçabilité indépendante. C'est-à-dire qu'on trace les paquets de cigarettes par un organisme indépendant qui élabore un logiciel et où on peut savoir d'où elles sont produites, ces cigarettes, et quel est leur trajet. Vous voyez, qu'on puisse tracer le paquet de cigarettes pour savoir s'il y a un trafic illicite ou s'il y a des mouvements d'un pays à l'autre, parce qu'on a des fiscalités différentes d'un pays à l'autre. Donc, nous, parlementaires, on avait demandé à ce que la Commission regarde de près cette traçabilité. Et j'en profite pour vous dire qu'il y avait un certain monsieur Hoffman qui était à la DG Santé et qui avait élaboré un cahier des charges pour bien préciser aux industriels comment il fallait établir cette traçabilité au niveau des paquets de cigarettes. Eh bien, contre toute attente, ce monsieur Hoffman, au bout d'un certain moment, a décidé de quitter en tant que haut fonctionnaire donc la Commission européenne pour aller travailler chez Dentsu Tracking, qui est justement un industriel qui élabore le tracing, c'est-à-dire la traçabilité. Et en tant que député, on a interpellé la Commission en disant « mais comment se fait-il ?» Puisqu'on a des règles quand même au bout de 2 ans. Alors vous voyez, c'est pas beaucoup, c'est 2 ans. Eh bien, la Commission nous a répondu par l'intermédiaire de la commissaire sur la santé pour dire qu'il avait l'engagement que ce monsieur Hoffman ne délivrerait pas des informations non autorisées reçues dans l'exercice de ses fonctions pendant les travaux de la Commission. Alors, moi, je vais vous dire, je suis furieuse contre les institutions. Parce que, vous voyez, on a parlé de confiance. La confiance, ça se construit. On a des règles. Elles ne sont pas suffisantes. Vous voyez, 2 ans, ce n'est pas suffisant. Il faudrait faire au moins, comme les Canadiens, 5 ans. En France, on est à 3 ans. Vous voyez, bon. Mais enfin, on a une marge de manœuvre. Mais même à 2 ans, la Commission dit il n'y a pas de souci. Et le médiateur, la médiatrice dit sur 100, tout à l'heure, il a indiqué sur 100, je dirais, pantouflages qui ont été opérés, il y en a 2 seulement qui ont été retoqués. Tout le reste a été accepté. Comment voulez-vous qu'il n'y ait pas, si vous voulez, des conflits d'intérêts entre les fonctionnaires qui travaillent à la Commission, qui vont donner toutes les informations, les contacts, les relais, les informations, pour l'industrie, pour le privé, qui, lui, a horreur des régulateurs, a horreur des législations, puisque ça le contraint, vous voyez, d'améliorer son système. Alors, qui est coupable? Ben, d'abord, qui est coupable? Moi, je crois que la Commission, elle avait des règles, elle doit les appliquer, que les députés, ils doivent être beaucoup plus offensifs pour regarder le respect de ces règles, mais encore faut-il que les députés aient accès à l'information. Moi, vous savez, c'est mon 3e mandat. Eh bien, je m'aperçois qu'au fur et à mesure, plus on parle de transparence, moins il y en a de transparence. Quand vous regardez les données sur le tabac, on demande, par exemple, combien il y a de trafic d'un pays à l'autre. On n'a pas ces données. On ne sait même pas quelle est la consommation dans un pays. On ne sait pas la traçabilité de tous les paquets de cigarettes. Alors après, on a des politiques qui vont vous dire « Oui, au niveau des douanes, on a... » Mais qui y a derrière? Ben, il y a carrément l'industrie du tabac. Donc c'est pour dire à notre interlocuteur qu'on est conscient de ces problèmes-là. Mais nous-mêmes, on est limités parce qu'on a des organismes, même l'OLAF. L'OLAF, il a accès à ces données. Pourquoi il ne publie pas un rapport annuel? Donc, il faut qu'on soit, et on a besoin de vous aussi, parce que je vous assure, on donne une énergie renouvelable énorme au niveau de ce Parlement pour l'obtention des données, pour la transparence. Mais après, on a un couvercle qui se ferme parce qu'il n'y a pas suffisamment de gens, vous voyez, même aussi de la société civile, même aussi des PME, parce que les PME, quand c'est toujours les mêmes, vous voyez, qui obtiennent les appels d'offres, on ne peut plus jouer, il n'y a plus de contre-pouvoir.
Et donc, voilà, pour répondre à la question. Mais il y a une autre question qui... Alors, attends, on va lui donner la priorité, puis après, à toi. Allez, vas-y. C'était surtout une remarque, c'était pour vous remercier de cette conférence, parce qu'en France, notamment, donc je suis Martin Drago de l'Alliance contre le tabac, en France, on aurait pu penser aussi qu'il y aurait une meilleure transparence des relations entre le gouvernement et l'industrie du tabac, ce qui n'est pas du tout le cas. Et juste pour donner un exemple assez concret, le dernier projet de loi de financement de la sécurité sociale, on avait une taxe prévue par le gouvernement très haute des nouveaux produits du tabac, c'est-à-dire le tabac chauffé, qui a été, juste avant le congrès des buralistes, qui a été organisé en même temps que les débats, a été baissé par un ministre du gouvernement en disant aux buralistes qu'en fait, il avait compris le message, donc sous-entendu qu'il y avait eu un lobby énorme, et que du coup, il a baissé la taxe prévue la veille du débat parlementaire sur le tabac chauffé. Donc là, moi, j'ai regardé avant de venir, on a eu, Philippe Maurice a déclaré 7 réunions sur le registre de transparence entre, 7 réunions avec le gouvernement, dont une avec le cabinet du président de la République, mais aucun document, aucun moyen de savoir ce qui s'est dit. On sait juste que ça concerne les nouveaux produits du tabac. Et donc voilà, c'est pour vous remercier, parce que de telles réunions, ça nous permet aussi, nous, en interne, de mettre la pression. Bien, merci. Alors, Anne-Sophie. Merci, merci beaucoup. Et en fait, je pense que cette réunion aussi, c'est un échange de bons procédés. On ne peut pas faire sans vous. Vous avez besoin de nous, besoin des ONG. C'est vraiment un échange de bons procédés. Mais comme Michel m'a tendu la perche de façon merveilleuse, je dirais, j'aurais une question pour Monsieur Dolan. Plusieurs questions. Là, par exemple, là aujourd'hui, on vous parle de ce potentiel pantouflage avec Dentsu Hoffmann. Est-ce que vous avez déjà commencé quelque chose? On l'a vu avec votre demande d'hier. Est-ce que c'est juste un début où vous demandez des comptes à la DG Santé et vous allez poursuivre et vous allez continuer à voir si effectivement il y a bien eu pantouflage avec Monsieur Hoffmann et la société Dentsu? Et autre chose, et on en parle beaucoup aussi, le registre de transparence. Au Parlement européen, on le demande et ça sera mis en place. Mais pourquoi la Commission s'est pas mis? Comment on peut aider à ce que ce soit mis? Parce que Dentsu, je crois, n'est même pas inscrit au registre de transparence. Alors, à moins qu'il s'arrange en faisant des faux digital, machin, truc bidule, et qu'il s'engouffre là-dedans pour passer et pas avoir besoin d'être sur le registre de transparence. Comment est-ce qu'on peut faire et pourquoi ils ne le sont pas? Et dernière question, et vous me répondez vraiment si vous pouvez. Si vous poursuivez votre enquête, et comme vous avez commencé hier avec le tabac et la commission, est-ce que vous pourrez aller regarder quels sont et jusqu'où vous les liens de la DG Santé avec Dentsu et tout ce qui est traçabilité? Voilà, mais vous me répondez que si vous pouvez. C'est les questions que je me posais. On va prendre votre question. Allez-y. Comme ça, vous répondrez à plusieurs. Bonjour, merci. Estelle Dubard de D&D Consulting Services. Donc on travaille notamment sur la question en ce moment du tabac et de la transparence vis-à-vis de l'industrie. J'aimerais savoir, comme le contrat Dentsu arrive bientôt à échéance, pensez-vous que si vous arrivez à publiciser davantage ce problème qui se cache derrière cette affaire de revolving doors, etc., cela pourrait compromettre ou changer la donne concernant le fait de renouveler le contrat à l'avenir avec Dentsu à la Commission? Et comment pensez-vous procéder, en tout cas, pour mettre en avant cette affaire davantage, peut-être avec plus de députés de votre côté, ou mettre davantage cette histoire en avant? Merci. D'accord. Bon, je vais passer la parole à Monsieur Dolan pour répondre déjà aux questions qui lui ont été posées, puis je répondrai à votre question. Monsieur Dolan? Non, on fait ça pour rien. On fait ça pour s'amuser. Sorry, if I... Oui, est-ce que vous pourriez me faire un petit résumé des questions qui m'ont été précisément posées? Alors, je vous redonne mes questions et vraiment, vous me répondez que si vous pouvez. Un grand merci pour ce que vous avez commencé à faire au niveau de la médiatrice concernant les lobbies du tabac. Mais ma question, c'était, est-ce que c'est juste un commencement, sachant qu'on vous alerte sur cette affaire de pantouflage avec Dentsu Hoffmann? Est-ce que vous allez pouvoir aller plus loin? Et puis, est-ce que vous allez pouvoir vous y intéresser? La deuxième chose, est-ce que vous avez à peu près connaissance, j'imagine que c'est très compliqué, mais des liens avec la DG Santé et Dentsu, ce système de traçabilité? Et la dernière chose, comment est-ce que Dentsu ne
peut ne pas apparaître dans le registre de transparence. Voilà. Mais vous me répondez vraiment si vous pouvez, hein, Monsieur Dolan. Une question de la salle, c'est le contrat de Dentsu arrive bientôt à échéance. Si on fait la lumière sur des comportements scandaleux, est-ce qu'on peut s'arranger pour qu'il n'ait pas le contrat suivant? Et donc là, je pense qu'on peut avoir, on n'est que 3 députés aujourd'hui, mais je pense qu'on peut avoir des députés beaucoup plus nombreux et d'autres groupes pour dire qu'il y a vraiment un scandale sur ces questions de santé publique. Donc je pense qu'on n'est que 3 parce qu'il y a plein de réunions partout, mais je pense que s'il faut mettre la pression, et on est 3 groupes différents, mais je pense qu'on peut avoir au moins 2 autres groupes, des députés qui viendront pour mettre la pression. Pardon de vous avoir... Je ne crois pas que nos services se soient penchés sur la question. Je ne peux donc pas répondre au nom de la médiatrice sur cette question. Ce que je peux vous dire, c'est que figurer sur le registre de transparence reste une question volontaire. Il y a des incitations à s'inscrire, mais ensuite, savoir si une organisation s'inscrit ou non, eh bien, c'est une décision qui lui est propre. Peut-être que ce sont des organisations qui fournissent simplement des services commerciaux, qui n'ont pas d'activité de lobbying, etc. Mais notre bureau, en tout cas, ne s'est pas particulièrement penché sur cette question. Il nous reste plus que 5 minutes. Merci pour ces explications. Enfin, elles ne me donnent pas un grand moral, hein, parce que franchement, entre l'inscription au registre de transparence et volontaire, donc il n'y a rien de coercitif. Vous me parlez des portes tournantes, alors qu'il y a des règles du jeu, elles ne sont pas respectées, mais vous dites qu'il y a une mauvaise administration, et alors? Vous voyez, je vous assure qu'en tant que député, vous dites, il ne nous reste plus que la justice. Parce que vous êtes un peu, vous mettez le doigt où ça fait mal, mais c'est des recommandations. Donc nous, si on veut faire bouger les lignes, on n'a plus qu'à saisir la Cour de justice européenne. Regardez, on a la même problématique sur les laboratoires pharmaceutiques. Vous voyez, pour avoir accès aux contrats, on ne veut pas nous les donner. La Commission ne veut pas nous les donner. Eh bien, et les labos encore moins. Donc, on a saisi la Cour de justice européenne. Vous voyez, on est dans un état où, si on veut retrouver la confiance, ben, il y a intérêt à être beaucoup plus volontariste. Alors, moi, ce que je vous propose, c'est donner 1 minute. Vous avez entendu un peu les questions, vous avez entendu vos collègues sur leur intervention. Voilà, si vous avez un message à donner, ça serait lequel? À vous, monsieur. Great, thanks. Merci beaucoup. Je serai bref, effectivement, 1 minute. Je voudrais revenir à ce que disait Nicolas. Donc, je vais brièvement parler de cela et ensuite vous dites 2 mots sur Testament. Le système et ses défauts et la conformité avec le protocole
il y a le catching and tracing du tabac. Vous pouvez regarder cela pour avoir plus d'informations. Il s'agit d'identifier les aspects qui peuvent, qui examinent le système de traçage qui n'est pas conforme au protocole. La grande majorité des gens qui s'en sont occupés avaient déjà des liens avec l'industrie du développement et des liens avec Code-Identify. C'est un système qu'on utilisait pour la promotion. Donc, il y a des organisations dans le système européen qui ont ces liens. À propos de DENSA plus spécifiquement, c'est l'une des organisations qui a été impliquée dans le développement de Code-Identify. J'en ai intégré, j'en ai discuté dans mon étude. C'est l'une de ces succursales. C'est un partenaire de Japan Tobacco, Philip Morris International, etc. Donc, c'est simplement un exemple des liens qui ont existé. Mais cependant, ça fait partie d'après les critères d'indépendance de la commission, DENSO a été considéré comme tout à fait acceptable. Donc, ma principale recommandation, c'est que ce critère d'indépendance doit être revu et corrigé. Bon, je prends parce que j'étais plus long qu'1 minute, mais enfin, regardez Tracking and Tracing the Tobacco Industry si vous voulez une réponse plus longue. Merci. Merci de ces infos. Olivier Oudman, 1 minute. Vous êtes toujours en ligne? Yeah, maybe just to say that it's so very important the work that you're doing in this cross-party group of MEPs, and the efforts to put pressure on the European Commission. It's really crucial. Also, the Ombudsman inquiry, it's essential, and the Commission having to respond by July, it gives us some perspective. Civil society is doing its best. We wrote to the European Commission President von der Leyen, Smoke-Free Partnership and CEO, earlier this spring, to insist that there should be a stronger implementation of these UN rules for tobacco lobbying. And the response was disappointing. Von der Leyen said she was too busy to meet, and that the response would come from DG Sante. So she doesn't feel it's a cross-commission responsibility to improve the situation. So anything we can do to remind her that very much is the case. It is something that has to be solved for the Commission across the board and cannot just be transferred to one of the departments is really, really important. Thank you. Merci pour ce message. Lilia, allez-y. The Commission. La Commission a annoncé une consultation sur la révision de la directive produits du tabac et sur la directive encadrant la publicité sur le tabac. C'est le 16 mai la date limite pour contribuer. SFP travaille avec ses partenaires, avec toute une série d'experts pour proposer une réponse complète. Nous avons une liste de recommandations très précises, à la fois techniques, liées à la transparence, mais pas seulement. Nous avons également des recommandations pour inclure le tabac brut ou cru dans le champ d'application, mais aussi le nom des auditeurs impliqués, les critères d'indépendance. Nous allons contacter les partenaires pour leur demander d'utiliser les réponses que nous avons élaborées et nous assurer que la Commission européenne prenne en compte nos recommandations, parce qu'il faut faire beaucoup dans le cadre de cette révision de la directive et c'est une des solutions qu'il sera obligé de respecter, obligatoire. Alors, dernier message, parce que là, je remercie les interprètes. Merci beaucoup d'avoir rallongé de 5 minutes, mais comme on a démarré un peu en retard. Dernier message, je vous demande d'harceler notre commissaire de la Santé, Madame Kyriakides, pour lui demander pourquoi il n'y a pas la révision de la directive tabac. Pourquoi il n'y a pas le respect des règles? Parce que, comme me dit le CEO, si on a des règles et qu'elles ne sont pas respectées, c'est de la responsabilité de la Commission. Je reprends le message de Madame Oléfir. Il y a une consultation, répondez à la consultation. Et je pense qu'il faut pousser
au niveau de tous les députés. On va essayer de faire quelque chose au niveau de ce groupe pour dire aux députés, la transparence, c'est de notre responsabilité aussi de la pousser. La Commission doit faire respecter les règles du jeu. On veut la révision de cette directive tabac. Il faut l'obtenir. Voilà, si vraiment on pouvait avancer là-dessus, ça ne serait pas une grande victoire, mais notre victoire se fera pas à petits pas. Merci à tout le monde. Et merci. Et pas besoin des interprètes, juste pour les gens. J'espère que sinon les gens nous entendent et nous comprennent. Il y aura une prochaine table ronde sur justement droit d'assises, marché parallèle, traçabilité et tout ça. Donc on vous donne rendez-vous à la prochaine puisqu'on va essayer de faire tout un panel histoire de mettre un peu la pression de la part de tout le monde. Et comme je le répète, on a besoin de vous. Merci beaucoup, merci à tous. Merci aux interprètes. Merci beaucoup. Merci.